On s'arrête aujourd'hui sur une image qui en apparence pourrait passer pour un simple instant familial, presque anodin. Zinedine Zidane, assis dans une tribune, silencieux, immobile. Son regard est tourné vers la pelouse. En dessous, son fils joue, sous le maillot de l'Algérie. À première vue, rien d'extraordinaire. Un père qui regarde son fils jouer au football. Fin de l'histoire. On ferme le dossier. On passe à autre chose. Mais ce serait une erreur de lecture. Parce que ce regard-là n'est pas neutre. Il ne l'a jamais été. Et surtout, il n'a pas été perçu comme tel. Très vite, ce regard est devenu un récit, un symbole, un miroir dans lequel toute une nation s'est projetée. La question n'est donc pas « qu'est-ce que Zidane regarde ?» La vraie question, c'est qu'est-ce que nous avons vu dans ce regard? Car ce regard n'est pas resté silencieux très longtemps. Un journaliste, Khaled Al-Jassem, a mis des mots dessus. Et ces mots ont agi comme une étincelle sur une matière déjà inflammable. Selon lui, ce regard n'était pas seulement celui d'un père concentré, c'était un regard chargé d'émotions, chargé d'histoire, presque chargé d'un regret. Un regret implicite, jamais formulé, mais suggéré. J'aurais aimé être celui qui représente l'Algérie, et non seulement mon fils. À partir de là, tout bascule. Ce qui était un moment intime devient un enjeu collectif. Ce qui était une scène familiale devient une affaire nationale. Ce qui était une tribune devient un théâtre symbolique. Mais soyons honnêtes, parler de regret chez Zidane, champion du monde, ballon d'or, icône absolue, ça paraît presque absurde. Pourquoi regretter? Il a tout gagné, tout vécu, tout incarné. Alors, est-ce un fantasme collectif, une projection émotionnelle, une lecture qui arrange, qui flatte, qui rassure, une fierté nationale en quête de reconnaissance? Peut-être. Mais ce récit ne tient pas uniquement sur une interprétation journalistique. Il s'enracine dans des faits très concrets. D'abord, le choix du fils. Lucas Zidane ne joue pas pour l'Algérie par opportunisme. Il ne joue pas par défaut. Il ne joue pas par calcul. Il parle d'un attachement profond, d'une culture présente au quotidien, d'histoires racontées depuis l'enfance, d'une Algérie qui n'a jamais quitté la maison. Ce choix n'est pas une rupture avec le père. C'est une continuité silencieuse. Et surtout, ce choix n'a jamais été freiné, jamais contesté, jamais corrigé. Zidane n'a pas empêché son fils. Il ne l'a pas orienté ailleurs. Il l'a laissé faire. Mieux, il l'a accompagné. Et pour comprendre cette continuité, il faut remonter encore plus loin. Une génération de plus, le grand-père, Ismaïl Zidane, originaire de Kabylie. Lucas raconte que c'est lui qui a ressenti l'émotion la plus forte. C'est lui qui a été le premier informé. C'est lui qui a encouragé. C'est lui qui a vu dans ce choix une boucle qui se referme. 3 générations. La racine, l'icône mondiale sous un autre drapeau, et le fils qui revient à la source. Alors, ce regard de Zidane dans la tribune, ce n'est peut-être pas un regret, c'est peut-être autre chose, une fierté silencieuse, la conscience d'un chemin accompli autrement, la satisfaction de voir son fils faire ce que lui n'a jamais pu faire, sans que cela n'annule ce qu'il a été. Vu comme ça, l'histoire est puissante, presque mythologique. Mais il y a un problème, un énorme problème. Cette lumière braquée sur Zidane et sa famille projette une ombre immense sur tout le reste. L'effet Zidane devient un écran. Pendant que le monde s'émeut de ce regard, la réalité du tournoi est catastrophique. Des stades vides, des tribunes creuses, des images embarrassantes, un match Égypte-Afrique du Sud, 2 géants du football africain, une affiche historique. Et pourtant, un des pires taux d'affluence jamais vus à ce niveau. Pourquoi ? Billets trop chers, stratégie de billetterie déconnectée, un football vendu comme un produit de luxe à une population qui n'y a pas accès, au point où, pour éviter l'humiliation totale, les organisateurs ont ouvert les portes gratuitement. À la dernière minute, un aveu d'échec, financier, organisationnel, symbolique. Et là, le contraste devient presque indécent. D'un côté, on brade les billets pour remplir les gradins. De l'autre, la simple présence de Zidane en tribune, ajoutée à une rumeur autour de Mbappé, transforme un match en événement mondial. Les médias internationaux ne parlent que de ça. Le tournoi existe à nouveau par une image. Ce n'est pas une contradiction, c'est un paradoxe. Le football africain aujourd'hui vit exactement ça. Des failles structurelles profondes, anciennes, persistantes.
Et en même temps, un potentiel symbolique colossal, capable d'être activé par une seule image, une seule famille, un seul regard. La presse choisit son récit. Et le récit du père légendaire regardant son fils est infiniment plus vendeur que celui des gradins vides. Ce ne sont pas deux réalités opposées, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et si on prend encore plus de hauteur, ce n'est pas un hasard si l'Algérie devient le centre de gravité émotionnelle du tournoi. Ce n'est pas seulement le sport, c'est la diaspora, la mémoire, la double culture, la question de l'identité. Des millions de personnes se reconnaissent dans ce choix, dans cette image, dans ce regard. C'est du soft power pur, sans discours, sans slogan, sans propagande, une influence culturelle brute, viscérale, universelle. Mais cette puissance est fragile, éphémère. La question finale reste entière. À quoi sert ce capital symbolique? À unir durablement? À inspirer ou simplement à offrir une parenthèse enchantée pendant que les problèmes structurels persistent? Peut-être que la réponse n'est ni politique ni stratégique. Peut-être qu'il faut revenir à l'échelle humaine, avant le soft power, avant les récits nationaux, avant les enjeux géopolitiques. Il y a une famille, un grand-père, un père, un fils. Et parfois, le sport ne résout rien, mais il révèle tout. Ce regard ne change pas le football africain, il ne remplit pas les stades, il ne corrige pas les dysfonctionnements, mais il révèle quelque chose de fondamental, ce qui se transmet, ce qui persiste, ce qui relie. Et c'est peut-être là, dans cette intersection entre l'intime et le collectif, que réside la véritable force de ces moments. Pas dans ce qu'ils corrigent, mais dans ce qu'ils dévoilent.